Philippe. À l'instant, un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Je vous le lis tel quel. Les États-Unis ont mené une large opération militaire contre le Venezuela et son président Nicolás Maduro, qui a été, avec son épouse, capturé et emmené hors du pays. Cette opération s'est déroulée en coopération avec le département de la justice américain. Les détails en suivre. Des détails à suivre, pardon. Il y aura une conférence de presse à 11h ce matin à Mar-a-Lago, 17h heure de Paris. Voilà. Merci de votre attention. Signé Donald Trump. Alors pardon, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Capturer un président d'un autre pays, le président vénézuélien et son épouse, capturés et emmenés par les États-Unis. C'est donc ce que dit Donald Trump il y a 4 minutes, annonce de Donald Trump, je vous la relis telle quelle. Après une large opération militaire contre le Venezuela et son président, Nicolás Maduro a été, avec son épouse, capturé et emmené en dehors du pays. C'est ce que Donald Trump vient d'annoncer à l'instant. François-Xavier Freland, vous êtes encore avec nous. Vous venez d'entendre cette annonce de Donald Trump. C'est un moment historique pour les Vénézuéliens, parce que je pense qu'honnêtement, ça faisait très très longtemps qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient envie de voir tomber ce régime complètement à la ramasse, parce que plus rien n'allait, on l'a dit, économiquement, etc. Mais c'est surtout la preuve que Maduro faisait sa danse du ventre, parce qu'il savait très bien qu'il était soutenu par personne. On ne capture pas quelqu'un aussi rapidement quand on a des hommes fidèles. Donc ça veut dire que tout le monde s'est retourné contre Maduro, qu'il a été livré, qu'il a été vendu, et que le pauvre homme, maintenant, va payer dans les prisons américaines. Il faut peut-être attendre encore que tout ça soit confirmé. Enfin, a priori, ça l'est, puisque c'est un communiqué officiel. Donc voilà. Voilà, c'est Donald Trump qui le dit. Donc, je pense que on voit bien que tout ça a été une grande comédie, que le pauvre Maduro a tenté jusqu'au bout de garder la face, qu'il a été ridicule jusqu'au bout. Il aurait mieux fait de se rendre ou de s'enfuir, comme l'a fait Assad en Russie pour sauver sa peau. Bon, voilà, il espérait peut-être passer pour une victime, pour un martyr de la révolution. Plus personne n'y croit à sa révolution bolivarienne. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que partout en Amérique latine, tout le monde se détourne de ce socialisme du 21e siècle, que ce soit de l'Argentine, on l'a vu au Chili, on le voit en Bolivie. Plus personne ne veut entendre parler d'un socialisme du 21e siècle qui a ruiné tous les pays qui y avaient adhéré pendant une décennie. Est-ce que ça explique aussi ce matin où il y avait un communiqué des autorités vénézuéliennes qui disait que l'état d'exception a été décrété, qui est une espèce d'état d'urgence où en effet là ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs et que finalement parce que il y a eu quand même cette intervention ce matin en tout cas des autorités vénézuéliennes, parce que là qu'est-ce qui se passe dans un pays, Magali, où donc il n'y a plus de président en place? Comment ça se passe? Généralement, c'est l'armée. Est-ce que les États-Unis vont donc intervenir? Qui dirige le pays? Et qui s'occupe de ce qui est en train de se passer au Venezuela quand même, où il y a des incendies monstres, où les habitants, on nous dit sur place, d'ailleurs on va partir en Colombie parce qu'on a notre correspondante qui est sur place, qui a des amis au Venezuela, qui ont peur de sortir de chez eux, qui sont barricadés. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que ce communiqué dont vous parlez était essentiellement pour essayer de gagner un petit peu de temps, justement avant cette annonce inéluctable de Donald Trump. C'est un énorme coup de théâtre quand même. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les Américains. Je vous disais, Donald Trump avait annoncé que la CIA menait des opérations sur le sol vénézuélien. La CIA n'avait pas trop aimé d'ailleurs qu'il donne ces informations. Mais donc ils sont allés chercher, Maduro, qui, comme le disait notre confrère, a certainement été donné. C'est là où on voit toute la fragilité de ce régime Maduro, qui finalement était tellement gangréné de l'intérieur qu'il s'est effondré, qu'il est tombé en fait comme un fruit mûr. Mais les Américains ont certainement en tête le scénario de la suite. Et Corina Machado, l'opposante vénézuélienne que les Américains ont exfiltrée pour qu'elle puisse aller chercher son prix Nobel de la paix, et certainement aussi le scénario qu'il voit pour la suite. C'est la réaction qu'on va guetter maintenant. Puisque effectivement elle est allée en Europe avec un parcours absolument incroyable, quittant le Venezuela, sans doute d'ailleurs aidé par les Américains, pour aller recevoir son prix Nobel. Rappelez un petit peu son profil pour ceux qui nous regardent justement. Maria Machado, opposante historique à Maduro, qui n'avait jamais quitté le pays, qui vivait en clandestinité. Menacé évidemment de prison et de répression par le pouvoir de Maduro, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2025. On se souvient de sa réaction. Elle était au Venezuela, dans un endroit
cachée, dissimulée pour sa propre sécurité, remise du prix Nobel de la paix en Europe fin décembre, et elle est exfiltrée, sans doute avec l'aide des Américains, par un bateau, en partant, je crois, du port de Maracaibo, dans le nord du pays, pour aller jusqu'en Europe chercher son prix. Elle est l'opposante numéro 1 à Maduro, et à qui a-t-elle dédié ce prix Nobel de la paix, à votre avis ? À Donald Trump. Évidemment. Donc, lui qui lorgnait dessus d'ailleurs. Donc ça l'arrangeait d'être un peu lié à ce. Donc la réaction de Maria Machado va être très importante. Elle peut devenir dans les prochaines heures la personnalité amenée peut-être à diriger le pays. Je voudrais juste sur l'information extrêmement importante que Donald Trump vient de délivrer, à savoir Maduro a été capturé et exfiltré vers un autre pays. Il n'est plus au Venezuela au moment où on se trouve. Et ça correspond sans doute aux images d'hélicoptères Chinook qu'on a vus dans le ciel. C'est le général Delors qui évoquait ça tout à l'heure. On se demandait pourquoi des Chinook ? Ce sont des hélicoptères qui peuvent notamment transporter ou aller chercher des gens. La réponse, nous l'avons. C'est Donald Trump qui l'a donnée. Ces hélicoptères Chinook sont allés chercher Maduro pour l'exfiltrer du pays. C'est une information évidemment essentielle. Il est 5h32 à Caracas au moment où on se parle, et Maduro n'est plus au pouvoir. Diana Valderrama, vous êtes notre correspondante TF1 LCI en Colombie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en effet dans le pays frontalier, la Colombie, mais vous avez des informations au Venezuela justement. Comment on réagit sur place? Je disais tout à l'heure, c'est les informations qu'on m'a données, que vous aviez, que certains de vos amis, notamment qui sont au Venezuela, ou vos connaissances en tout cas, étaient barricadés chez eux. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe et ce qui vient de se passer, de cette information incroyable donnée par Donald Trump, et donc un pays qui n'a plus de président sur son sol? Oui, tout à fait, ils sont au courant. En ce moment, au Venezuela, il y a de l'électricité, il y a de l'Internet. Ils peuvent se communiquer. D'ailleurs, j'ai eu une communication il y a quelques minutes avec un de mes collègues qui dit que les explosions ont continué pendant la nuit. Il y a quelques minutes, il y a des explosions qui ont repris. Ils ont très peur de sortir dans les rues parce que les services d'intelligence du régime vénézuélien sont déployés partout dans les rues. Vous savez que Maduro, il y a quelques heures, dans la journée de hier, a donné l'ordre de déploiement à toutes ses troupes. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, vient de se prononcer sur Telesur. Il a fait un avertissement, il a dit qu'ils allaient répondre à toute agression. Il a dit aussi, il a fait un appel au calme aux citoyens vénézuéliens de ne pas désespérer. Il a dit qu'ils avaient la situation sous contrôle. Bien évidemment, il ne s'est pas prononcé sur la localisation du président Maduro, mais ce qu'on sait, c'est que le cercle proche du président Maduro est sain et sauf à Caracas. C'est le New York Times qui a donné cette information. Des réactions de la part de la Colombie, le président Petro qui s'est prononcé sur ces frappes américaines. Oui, le premier qui n'a pas annoncé une réponse concrète de la part de la Colombie sur ces attaques, mais qui a condamné ces attaques militaires de la part des États-Unis au Venezuela. Et donc pour le moment, c'est ce qu'on sait. Les citoyens ont très peur. Il y a des citoyens qui ont pu faire des images sur des explosions et des longues colonnes de fumée qui se reportent à cette heure-ci dans la capitale du Venezuela. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, Diana. Quand vous avez des informations, n'hésitez pas à intervenir. François-Xavier Freland, vous êtes toujours avec nous. Vous entendez donc ces réactions des autorités vénézuéliennes quand le ministre de la Défense dit tout est sous contrôle. Mais qui contrôle dans ce cas-là? C'est vrai que généralement on pense à l'armée. Quel est l'état justement de l'armée au Venezuela? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors évidemment, c'est une situation inédite qui est en train de se produire. Oui, je crois qu'à mon avis, il ne contrôle plus grand-chose, mais déjà qu'il ne contrôlait pas grand-chose avant, donc je pense que c'est maintenant, je pense que du côté militaire vénézuélien,
on attend de voir. Alors évidemment, on est sous les ordres d'un système qui s'effrite. Il y a encore quelques têtes qui doivent être présentes. Je pense à Cabello, l'ancien ministre de la Défense, de la Sécurité, etc. Bon, il y a quelques chefs qui sont peut-être encore là, mais ces gens-là vont s'enfuir parce que à un moment, quand vous avez la population contre vous, parce que il va y avoir évidemment, on le risque d'ailleurs dans les rues de Caracas, un soulèvement qui peut faire très mal. Il y a énormément de haine de la part de certains opposants qui ont souffert dans leur chair. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont perdu des enfants durant les manifestations étudiantes de 2017. Donc il risque d'y avoir un bain de sang, je le crains malheureusement, dans ce Caracas qui est une grande ville avec des grandes avenues. On arrive très vite partout à Caracas. C'est pas comme Paris avec ses ruelles. On déferle rapidement sur le fort Tiuna, sur le palais Miraflores. Je crains qu'il y ait des saccages. Alors peut-être que cette armée justement a eu comme consigne de la part du camp de Maria Corina Machado de préparer la transition, de faire en sorte que tout ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas de bain de sang et qu'on remette les clés du pouvoir gentiment à ce pouvoir de transition. Je pense que Maria Corina Machado, à partir du principe où Maduro est déjà aux États-Unis, elle va pas tarder à arriver à Caracas. Il va falloir qu'elle montre son bout du nez, surtout qu'elle risquera plus grand-chose, sachant qu'elle sera protégée non seulement par son service de sécurité qui a quand même prouvé pendant 1 an qu'il était capable de déjouer les pires espions madouristes formés quand même par les Cubains. Donc je peux vous dire que pour vous cacher au Venezuela, il fallait être fort. Donc je pense qu'elle est bien protégée. Elle est aussi protégée évidemment par la CIA, les Américains. Et donc je pense qu'elle va tout simplement revenir assez rapidement et puis portée, je pense, par une vague humaine. Les gens attendent que ça. Donc c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, peut-être les prochains jours, en attendant que peut-être la situation soit suffisamment pacifiée, sécurisée. Mais je pense que ça peut aller très vite depuis que Maduro n'est plus là. En tout cas, il y aura donc plus d'informations à cette conférence de presse que va donner les États-Unis et donc potentiellement, on suppose, Donald Trump. Ce sera Donald Trump lui-même à Mar-a-Lago en Floride, à 17h heure de Paris. 17h heure de Paris. On peut imaginer, Grégory, que de toute façon, les États-Unis ne peuvent pas laisser le pays comme ça. C'est vrai que là, François-Xavier parle du risque de soulèvement de la population. Évidemment aussi les bandes de narcotrafic qui sont sur place, qui tentent peut-être de faire quelque chose. Est-ce que là, forcément, les États-Unis, on peut peut-être imaginer un dispositif sur place, terrestre, de l'armée américaine pour protéger? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous mets vraiment toutes les hypothèses sur la table parce que j'ai envie de dire, quand on le regarde d'un œil extérieur, on exfiltre le président, on ne peut pas laisser les choses en fait comme ça se faire, à moins qu'on ait mis en effet l'armée de son côté, du côté de l'opposante. Enfin, ça paraît quand même un peu flou et complexe pour l'instant et dangereux. Environ, selon les estimations, entre 15 et 20 000 soldats américains qui sont pas très loin, qui sont dans les Caraïbes. Vous avez le porte-avions Gerald Ford, vous avez 15% de la marine américaine qui a été déployée ces dernières semaines et ces derniers mois dans la région. Donc on imagine que le plan d'après au Pentagone et à la Maison-Blanche a été imaginé. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes, Anne-Chloé. On vit quelque chose d'historique. Historique. 27 années de pouvoir chaviste, Maduro au pouvoir depuis 2013, qui est débarqué manu militari par les Américains. Avec cette annonce il y a quelques minutes maintenant, vous l'avez vécu en direct, de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Suite à une opération militaire américaine, le président Chavez et sa femme ont été capturés. Maduro, pardon. Petit lapsus, mais c'était peut-être l'intention avant, il y a quelques années. Mais pardonnez-moi, le président Maduro le message de Donald Trump, bien sûr. Chaque mot compte et chaque mot nous fait comprendre qu'on est dans un moment historique. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela, c'est ce que nous avons vu depuis les premières heures de la matinée, et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces de l'ordre américaines. Plus de détails à venir, c'est la conférence. Moment d'histoire, mais moment inédit. Alors, j'essaye de me rappeler, vous avez plus d'expérience et de culture internationale que moi, mais ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. Le Panama, dans 1989, à la fin des années 80, Noriega, qui est... exfiltré, capturé, parce que c'est ça, parce qu'évidemment, les ingérences étrangères... Qui est déboulonné par la présidence de Voilà, il y en a eu, on pense évidemment à l'Irak, à l'époque, où les interventions américaines, mais où en plus, ça se passe dans des conditions différentes. Là, on est sur une capture d'un président dans un pays quand même étranger, quel qu'il soit, un pays qui, a ses droits, a sa constitution, quel qu'il soit. Enfin, c'est quand même là une ingérence monumentale. On sait que les États-Unis
l'ont déjà fait dans l'histoire, mais là c'est historique, de capturer et d'enlever en fait le président et son épouse. Mais vous rappelez l'Irak, c'est un parlementaire américain qui le fait de la même façon, qui est opposant à Donald Trump, qui dit c'est la deuxième guerre illégale à laquelle j'assiste depuis que je suis depuis que je suis en politique. La question de la légalité, elle se posera bien sûr, mais aujourd'hui, moi je suis en contact avec des opposants vénézuéliens. Ils remercient Donald Trump. Bien sûr, c'est ce qui se passera. Ils sont en train de pleurer en voyant en apprenant que Maduro a été capturé et va devoir rendre des comptes, parce que c'est ça maintenant, c'est qu'il a été capturé, certainement ramené sur le sol américain, et il aura à rendre des comptes certainement devant la justice américaine. Donald Trump n'a cessé de dire que le Venezuela était un narco-État, un État terroriste. Donc à ce titre-là, il va devoir certainement rendre des comptes sur le sol américain. Donc il y a une émotion qui est en ce moment énorme du côté notamment de ces exilés vénézuéliens. On le disait tout à l'heure, 8 à 9 millions de personnes sont parties sur une population de 40 millions d'habitants. C'est énorme. C'est dire si ce régime était honni. Et donc chez eux, aujourd'hui, il y a une émotion considérable, ils n'arrivent même pas à y croire. Maduro capturé, ça veut dire le retour aussi de beaucoup de gens qui ont pris les routes de l'exil parce que la vie sous ce régime n'était plus possible. Donc c'est une opération en effet spectaculaire dont Donald Trump certainement va nous expliquer les tenants et les aboutissants tout à l'heure, donc à 17h depuis la Floride, dont il va pouvoir se réjouir certainement. Et c'est un message adressé au reste aux voisins du Venezuela, sur la détermination américaine à vraiment Quand je disais qu'ils voient l'orage arriver, ils peuvent voir l'orage arriver. En effet, en faisant vraiment de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, vraiment l'arrière-cour, la sphère d'influence de Donald Trump. C'est aussi ça le message. Alors, on va revenir avec le général quand même Delors juste dans un instant sur cette opération d'exfiltration, puisqu'on parlait de ces fameux hélicoptères qui ont sûrement servi à ça. Mais là, il y a quand même une réaction du ministre de la Défense du Venezuela. Alors, tout à l'heure, notre correspondante en Colombie en parlait, elle disait qu'il dénonçait quand même cette attaque. Là, ce qu'on a, c'est qu'ils annoncent un déploiement massif donc de tous les moyens militaires. Ils accusent les États-Unis d'avoir frappé des zones résidentielles. Donc là, on est quand même sur une dualité. C'est-à-dire qu'on a un ministre de la Défense qui essaye de dire « je tiens encore les rênes ». En fait, finalement, parce que ce sont ce qu'ils sont en train de dire, c'est-à-dire qu'ils dénoncent l'attaque, qu'ils disent les États-Unis ont attaqué des zones résidentielles, on déploie les militaires. Mais là, donc, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là où il y a le risque peut-être d'affrontement, de soulèvement avec la population, si le ministère de la Défense reste en fait fidèle à Maduro. Je pense qu'on est dans une déclaration de type junte militaire où vous essayez de garder la face alors que vous savez que le patron a été arrêté et exfiltré vers les États-Unis. Après, sur les risques, effectivement, sur le terrain, encore une fois, il est 5h44 du matin à Caracas, donc on va voir comment la journée se déroule. Mais l'armée vénézuélienne, c'est à peu près 100 000 hommes, auxquels il faut ajouter quelques dizaines de milliers de miliciens qu'on appelle les collectivos, environ 50 000, et les guerrilleros colombiens qui sont à la frontière. Donc il va falloir voir, est-ce que ces gens-là capitulent en disant eh bien, le président a été capturé et on s'arrête là ? Ou est-ce qu'il va y avoir des scènes de pillage, de guerre civile dans les rues de Caracas ? Il est encore très tôt le matin là-bas, ça on le mesurera dans la journée. Le général Dominique Delors, vous êtes encore avec nous, donc justement sur ces images que vous pouvez voir sûrement en même temps que nous et en même temps que ceux qui nous regardent, donc ces hélicoptères, des hélicoptères identifiés comme des Chinook, qui auraient pu justement donc servir à une exfiltration du président vénézuélien et de son épouse. Oui, c'est une opération vraiment exceptionnelle, qui a été en plus parfaitement réussie parce que capturer un président, on ne sait pas s'il va avoir l'attitude de lever les bras ou s'il va jouer comme Ben Laden à essayer une dernière résistance. Donc il y a toujours une incertitude et donc le résultat médiatique et politique ne serait pas le même si Maduro avait été mort dans ce combat. Là, il est capturé, donc ça ouvre plus de possibilités. D'un point de vue militaire, c'est donc, comme je le disais, une très belle réussite. L'action principale, qui était effectivement la capture de Maduro, a été bien couverte par les frappes sur les centres de commandement
du Venezuela, et donc pour leur, si je veux dire, masquer un peu cette opération principale qui était l'opération des commandos qui sont arrivés par hélicoptère et qui ont investi très rapidement avec des moyens plus que modernes. Donc on voit que là, l'opération précise de capture de Maduro et de son épouse se sont passées finalement sans grande difficulté. Je ne pense pas qu'ils aient été livrés, mais par contre, la supériorité des commandos américains ou autres Rangers a été suffisante pour si je veux dire, régler le problème de la défense de Maduro. Général, donc, oui, c'est une très belle opération. Oui, une question pour vous. Général, ça veut dire quand même que la qualité du renseignement américain qui savait pertinemment où aller le chercher, parce que la presse américaine racontait notamment que Maduro avait considérablement renforcé sa sécurité ces derniers temps, changé de lieu en permanence, a fait venir notamment des Cubains pour avoir davantage de gardes du corps. Donc là, on a une opération qui est quand même extrêmement ciblée sur des renseignements extrêmement précis, d'après ce qu'on comprend. Oui, ils ont, si vous voulez, la NSA et la CIA notamment ont mis comme objectif numéro 1 le Venezuela depuis quelques semaines pour obtenir l'effet politique souhaité par le président. Donc on a à la fois les forces conventionnelles et le renseignement qui sont ajustés pour essayer de faire cette opération chirurgicale qui a réussi. Alors ça ne veut pas dire qu'elle sera décisive, parce qu'il faut voir dans quelle façon le peuple vénézuélien, le peuple de Caracas, qui a été quand même travaillé par le clientélisme depuis des années, sera en mesure de réagir. Donc l'affaire n'est pas terminée. Il y a quand même des incertitudes sur la suite. Le boulevard n'est pas complètement ouvert pour une succession dans un calme relatif. Oui. Donc l'affaire n'est pas réglée. Mais en tout cas, elle a démarré sur une très grande précision en ce qui concerne le renseignement militaire. En ce qui concerne l'appréciation sur les capacités résiduelles des gens de Maduro à empêcher une transition qui se passe à peu près correctement, ça, je ne sais pas quelle est véritablement la nature de... En effet, et on verra en effet la suite, on restera attentif et on suivra bien sûr ça sur LCI. Grégory, vous avez de nouvelles informations ? Sur ces deux points, Général, la planification et la suite. Commentaire de Donald Trump, cette fois pas sur son réseau social, mais dans un entretien téléphonique qu'il vient d'accorder au New York Times à nos confrères américains. Que dit Trump ? Beaucoup de planification. Évidemment, c'était prévu, et beaucoup de troupes formidables. Ça, c'est le style Trump qui remercie les troupes. Oui, c'était une opération. Les options qui sont préparées, différentes options, soit en fonction justement de la réactivité des gens qui restent fidèles au régime chaviste et de Maduro. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres frappes, d'autres règlements d'élimination de têtes importantes du régime? À mon avis, tout est envisagé. C'est le propre d'une bonne équipe de planification qui est de proposer aux politiques différentes options pour obtenir l'effet qu'ils souhaitent. Alors là, à mon sens, le point essentiel, qui n'est pas facile à déterminer précisément, c'est quelle est la fidélité du peuple de Caracas, oui, qui a quand même travaillé. C'est les questions en effet qui se posent sur le soulèvement ou pas de la population, sur en effet narcotrafic aussi là-bas et les guérillos sur place. Il va falloir voir comment ça se passe. Grégory, continue. Je termine là-dessus. Oui. Trump parle d'une opération brillante qui a été menée cette nuit au Venezuela. Enfin, les journalistes du New York Times lui demandent s'il a sollicité l'autorisation du Congrès américain pour les prochaines étapes pour le Venezuela. Trump répond qu'il répondra à toutes ces questions à 11h ce matin lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride, 17h heure de Paris, et j'imagine qu'on pourra la suivre évidemment. Évidemment, on suivra ça sur LCI, c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Donc Trump qui annonce que le président vénézuélien a été donc capturé et exfiltré après donc ces bombardements en plein cœur de la capitale vénézuélienne. Ça s'est passé au milieu de la nuit, des cibles militaires ont été visées. On va reparler de cette opération, notamment avec vous, le général Chauvency, qui nous a rejoint. Merci d'être là ce matin, mais vous savez où on va partir tout de suite, c'est à Moscou. Parce qu'on en parlait tout à l'heure de ses alliés, les alliés justement du Venezuela. Alors on va reparler de la Chine, bien sûr, parce que d'ailleurs la dernière image que on a de Nicolás Maduro, elle date d'hier, quand il recevait des émissaires
chinois qui venaient le soutenir. On en reparlera. Il y a l'Iran aussi qui est un soutien, qui d'ailleurs a réagi ce matin. Et Moscou. Moscou, on en parle avec vous, Jérôme Garraud, parce que c'est vrai que la Russie a affiché ces dernières semaines son soutien à Maduro face à Trump. Un échange téléphonique avait lieu entre les ministres des Affaires étrangères vénézuéliens et russes. Et le ministre vénézuélien avait indiqué que Sergueï Lavrov, donc ministre des Affaires étrangères russe, lui avait exprimé son plein soutien face à la situation actuelle dans les Caraïbes. Donc on en est là, on attend une réaction potentielle du Kremlin. Bonjour à tous. Alors naturellement, Caracas ici aussi est à la une de l'actualité. On a une première réaction politique ce matin qui vient de la Douma, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement russe, qui dénonce cette intervention américaine et parle, je cite, d'une intervention qui viole le droit international. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a annoncé qu'une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères serait rendue publique dans la journée. Mais on connaît déjà plus ou moins la position russe, la Russie qui depuis des jours et même des semaines est en opposition frontale à toute intervention américaine au Venezuela. Ce pays ami, ce régime allié, Nicolás Maduro, qui a été capturé ce matin, était encore ici à Moscou en mai dernier. On l'avait même aperçu avec notre équipe de tournage. Nicolás Maduro était installé en tribune sur la place rouge à côté de Vladimir Poutine pour assister au défilé militaire annuel. Alors jusqu'à ce 3 janvier 2026, les Russes ont essayé de mettre en garde les Américains, de les prévenir qu'une intervention dans la région leur serait fatale. Moscou a vraiment adopté une rhétorique très dure dans l'espoir de dissuader Washington, mais maintenant que le feu a été déclenché, les moyens russes pour aider leurs alliés vénézuéliens sont extrêmement limités, surtout avec la capture de Maduro. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, Jérôme Garraud, en direct de Moscou, notre correspondant. Et bien sûr, vous revenez, vous intervenez dès que vous avez des interventions. C'est vrai que ce n'est pas anodin quand même autour du Venezuela. On parlait de la Chine, j'aimerais bien qu'on voit ces images d'ailleurs. Les dernières images que l'on a eues de Nicolás Maduro, qui sont des images où il a reçu donc des émissaires chinois. Grégory, regardez, c'était hier, et là derrière, on le sait parce qu'il y a cette lutte contre le narcotrafic, certes, dont c'est le cheval de bataille de Donald Trump, mais derrière il y a le pétrole. Le Venezuela, c'est un pays producteur de pétrole extrêmement puissant en la matière. Les plus grandes réserves au monde, exactement. Même si ce n'est pas le premier pays producteur, mais il y a des réserves. On sait d'ailleurs que le seul groupe étranger qui, en ce moment, est sur place au niveau du pétrole, c'est un groupe américain. L'idée, c'est de ne pas laisser, il ne fallait pas laisser la Chine aussi s'emparer peut-être de certains avoirs qui avaient été abandonnés. Donc cette image, elle était quand même importante. Il y a la Russie et il y a l'Iran. Il va falloir voir aussi, là encore une fois, comment tout ce monde, j'ai envie de dire, réagit et qui d'ailleurs est symptomatique de l'instabilité qu'on vit et de la division qu'on vit depuis déjà maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Non, vous avez raison. La réaction est de Pékin et de Moscou, ces deux réactions vont être très importantes. Vous savez ce qu'il faisait Donald Trump hier à Mar-a-Lago? Il n'était pas au golf. Il y avait 2 rendez-vous à son agenda. Le premier, il recevait un briefing de la part de ses services de renseignement. Tiens, quelques heures avant l'opération. Est-ce que c'était les derniers réglages? Et puis, Monsieur le Président, est-ce que vous appuyez sur le bouton? Et juste après, qui est-ce qui recevait à Mar-a-Lago en Floride? L'ambassadeur de Chine. L'a-t-il informé de ce qu'il allait faire? Il était 18h30 à Mar-a-Lago au moment de cette réception, alors que normalement pendant les vacances, quand il est en Floride, Donald Trump n'a pas trop de rendez-vous officiels, hormis Zelensky il y a quelques jours. Et là, il recevait l'ambassadeur de Chine. L'a-t-il informé de ce que les États-Unis allaient faire? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, la concomitance de ces 2 rendez-vous, service de renseignement et ambassadeur chinois, nous laisse penser qu'on en était au tout dernier préparatif, puisque les bombardements ont eu lieu en pleine nuit à Caracas, où il est actuellement bientôt 6h du matin. En effet, parce qu'il y a quand même une longue enquête qui avait été publiée par le New York Times sur justement cette trajectoire, cette bataille contre le Venezuela, et qui montrait quand même que derrière, il y avait la bataille du pétrole, au-delà du narcotrafic. Il faut être très, très clair dans la région. Ça, c'est des intérêts américains aussi. En fait, je pense qu'il y a 3 enjeux pour Trump. Et l'immigration. Alors, ça fait 4. Alors ça fait 4. Non, le narcotrafic, c'est la version, c'est ce qu'on met en avant, notamment suite à l'élection américaine. Et c'est vrai qu'on a vu des opérations extrêmement ciblées contre les navires de narcotrafiquants avec près de 170 morts. C'est le Pentagone qui menait ces opérations. Donc ça, c'est le point 1. 2, c'est le changement de régime. Les États-Unis voulaient se débarrasser de Maduro. Visiblement, c'est fait. 3, le pétrole.
On l'a dit, le Venezuela, ce sont les premières réserves mondiales, même s'ils n'exploitent pas tout. Donc si vous mettez la main sur le Venezuela, on verra comment ça se passe dans les prochains jours, prochaines semaines, mais évidemment, c'est une manne très importante. Et 4, l'immigration, qui est aussi un sujet central pour le président des États-Unis. Voilà, donc plusieurs sujets quand même, en effet, derrière, sur cette bataille contre le Venezuela, et qui explique en fait ce qui est en train de se passer. C'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Général Chauvin, si vous êtes avec nous, vous avez quand même rarement vu ça dans votre carrière, je suppose. Un président exfiltré par les États-Unis avec une opération extrêmement rapide, extrêmement bien menée, très ciblée, on le voit. Donc ça a commencé par ces explosions sur Caracas. Caracas, on le rappelle, donc capitale du Venezuela, où des bases militaires sont dans le centre-ville. Ce sont ces cibles, elles ont été ciblées, et on a vu donc notamment ces images des hélicoptères qui étaient là, on le comprend maintenant, pour exfiltrer le président vénézuélien. C'est inédit ce qui est en train de se passer, c'est historique en tout cas. J'irais pas exfiltrer pour capturer. Capturer, oui. Parce qu'exfiltrer, c'est quand même... d'abord et capturer peut-être ensuite. Voilà, parce qu'exfiltrer, c'est en gros pour nous. Oui, pour vous, exfiltrer, c'est on sauve quelqu'un. Là, en fait, on prend quelqu'un. Là, on l'exfiltre parce qu'il le fallait en vie, parce qu'il va devoir rendre des comptes derrière. C'est sûrement ça. Rendre des comptes. Bon, maintenant, oui, c'est une belle opération. Alors, on verra un peu tout ce qui se passe après, mais il y a plein de choses à dire. On peut en parler toute la journée, de toute façon, ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer sur LCI. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'implications. D'abord, le succès de l'opération militaire, qui a été annoncé de longue date. N'oublions pas qu'au mois d'octobre, me semble-t-il, Donald Trump avait déjà donné officiellement la directive à la CIA de commencer à travailler le sujet. Donc déjà, la CIA a été mise en avant. Bon, bien sûr, il y a le déploiement des forces navales à partir du mois de novembre dernier, ça aussi, d'une manière importante. Tous les services de renseignement donc, ont dû travailler sur cette question-là. N'oublions pas non plus que Maduro avait demandé à l'ONU fin octobre, en gros, ou mi-octobre, un soutien justement contre toute agression possible des États-Unis, mais que Trump avait mis en garde. Il a bien prévenu. Attention, attention, attention. Et en fait, Maduro ne voulait rien comprendre. Alors maintenant, la question qu'on peut évoquer. D'abord, on a souvent évoqué sur ce plateau, moi le premier d'ailleurs, que les États-Unis gendarmes du monde, non, c'était fini. Oui, mais là, on s'est trompé. Alors c'est vrai que c'est ce qui m'est venu. Simplement que c'est gendarmes du monde dans sa zone d'influence proche. Donc, doctrine de Monroe, écrit. Disons que pour ses intérêts, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ont la puissance pour le faire. Là, ça le montre. Et puis, c'est pas loin, donc c'est bien. Donc, doctrine Monroe, qui d'ailleurs a été répétée il y a un mois dans la revue stratégique américaine, la nouvelle revue, où c'est spécifié. Doctrine Monroe. Donc, déjà, on rétablit l'autorité américaine dans le Golfe d'Amérique. Sur l'Amérique latine. Oui, et d'un message envoyé au monde, il faut quand même être assez clair. Ouais. Ensuite, bon, ça déjà, c'est réduire, je dirais, cet empire de la drogue, qui n'est pas un producteur de drogue, rappelons-le. Oui, mais c'est un pays de transit, voilà, mais ça donne un petit message au président colombien qui est lui aussi l'objet de sanctions. Voilà, et qui lui aussi était le premier d'ailleurs, premier à réagir ce matin. Je serais un peu inquiet. Alors après, ce que nous disait François-Xavier Frelant, c'est qu'il ne contrôle presque plus rien dans son pays. Et en fait, c'est les guerrillos qui contrôlent et qui, en effet, gèrent le trafic de drogue. Mais premier producteur presque au monde de cocaïne avec le Pérou, l'Équateur. C'est en effet un pays de transit, le Venezuela. Donc, en fait, il y a quand même 3 messages. Alors, moi, je dirais que j'en vois 3 effets. D'abord, effectivement, politique étrangère des États-Unis conforme à la nouvelle stratégie. Donc, doctrine Monroe appliquée. La deuxième, au niveau des relations internationales. Quand même, on a des menaces de plus en plus fréquentes de Donald Trump sur imposer sa volonté. Pendant le cas de l'Iran, il y a quelques jours. Oui. Donc, et puis il n'y a pas que cela. Et puis troisième point aussi, puisqu'on n'a pas arrêté de dire qu'il se fragilisait en termes de politique intérieure parce qu'il faisait beaucoup d'extérieur, 100 000 morts par an aux États-Unis par la drogue, c'est quand même un sujet. Donc la lutte contre la drogue aujourd'hui qui est un vrai fléau, est un vrai sujet pour les États-Unis. Donc en termes de politique intérieure, c'est aussi, en plus des navires qui ont été détruits par la flotte américaine, c'est aussi un vrai message vis-à-vis de son opinion publique en disant, attendez, oui, vous pouvez me contester le fait que j'ai une politique étrangère, tous azimuts, mais là, je vous protège, car je détruis les navires qui portent de la drogue, je tue les trafiquants, et en plus, je déstructure l'État qui les soutient. Donc je crois qu'en termes de messages, ces 3 messages sont importants, en qualifiant quand même cette politique nouvelle, une politique forte, dont on va peut-être réfléchir aussi sur toutes ses conséquences, y compris juridiques, y compris politiques aux États-Unis, parce qu'il y a eu un débat au Sénat sur l'autorisation ou non de le faire à un moment donné, et d'ailleurs Trump a dit « je m'en fiche ».
je le fais quand même. En fait, on ne sait pas si le Congrès a été consulté pour l'opération de cette nuit. Il dit qu'il donnera cette explication lors de sa conférence. On va revenir sur en effet ce qui va se passer et la suite, et notamment avec vous, Général, parce que de toute façon, Donald Trump donnera des détails. Il y a une conférence de presse qui est organisée à 17h pour ceux qui nous rejoignent à 11h sur LCI, édition spéciale. C'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Le président vénézuélien a été donc capturé par les États-Unis. C'est Donald Trump qui l'a annoncé après une opération militaire de grande envergure, on peut le dire quand même, puisque des explosions ont lieu dans la nuit dans la capitale vénézuélienne. Ce sont des cibles militaires qui ont été visées. Et donc, le président vénézuélien et son épouse qui ont été capturés, exfiltrés, alors ce sont les mots aussi de Donald Trump, par les États-Unis.